Oui, alors après, il y a quand même eu il y a quand même eu le Covid hein, qui a pas aidé. Je me cache un peu derrière le Covid hein, parce que je sais bien que je mets du temps. Mais si vous prenez, c'est vrai que c'est long, mais au fond, c'est moins long qu'entre mon premier et mon second film où il y a eu quasiment 9 ans ou 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc d'une certaine manière, j'accélère un petit peu. D'accord, ok. Non, non, mais c'est. Moi, je ne sais pas comment font les autres, je ne sais pas comment fait François Ozon. On évite le sujet d'ailleurs quand on se rencontre parce que c'est une autre manière de faire, quoi. C'est autre chose. Et moi, je mets du temps aussi parce que je suis un peu flemmard, hein, mais à penser les choses, à être sûr de vouloir tourner, de vouloir faire le film, quoi, de me lancer à un moment où je sens que je vais pouvoir prendre mon élan et le faire, quoi. Mais bon, après, là, vraiment, l'épidémie, et pour aller à Madagascar, là, pendant l'épidémie, c'était quand même très, très compliqué, quoi. Donc, je dis pas, on a eu quand même 2 ans, voilà. Donc, en gros, j'aurais mis 4 ans à le faire, si on compte ce temps-là, quoi. En fait, c'est comme 120 battements par minute. C'est un projet inspiré, en tout cas, de ma vie, mais qui est dans un coin de ma tête pendant des années en maturation, sans que je sache que c'est un film. En fait, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, j'ai pensé 120 battements. En 90, j'ai retrouvé des prémices d'un scénario qui avait comme objet l'épidémie de sida. C'est complètement différent, mais ça n'a jamais marché. J'avais écrit un scénario entier aussi, un peu sur le sujet, enfin, et ça n'a jamais pris complètement. Et en fait, il m'a fallu le temps qu'il a fallu pour que je comprenne que c'était ce moment d'act-up que je voulais filmer, c'est-à-dire ce passage des années 80 à 90, c'est-à-dire du moment où en fait on subit l'épidémie, en tout cas beaucoup de gays subissent l'épidémie, et le moment où d'un seul coup il y a un nous qui se forme pour prendre un peu les armes presque d'une certaine manière. Et c'est vrai que là au fond c'est pareil, je savais qu'il y avait un truc, bon j'ai vécu ce que Charlie a fait, c'est-à-dire m'habiller en fantomètre, sortir seul la nuit sur une base militaire. Donc en partant de là, voilà, je me suis toujours demandé pourquoi Madagascar m'avait beaucoup marqué. C'est un peu comme mon pays d'enfance, alors que je n'y ai vécu que 2 ans. J'ai été très marqué par le pays. J'en ai eu un petit peu la nostalgie pendant quelques temps, et puis cette nostalgie a totalement disparu. Comme si, je ne peux pas dire que politiquement, à l'âge de 10 ans, il ne faut pas rêver non plus, mais j'avais une espèce de quelque chose qui me retenait à la fois loin du pays, c'est-à-dire que tout le monde me demandait, même quand j'avais 20 ans, 30 ans, mais pourquoi tu y retournes pas? Et pour moi, c'était quand même un truc impossible de retourner là-bas, d'une part de réinventer le bonheur qui allait avec, et en même temps de se projeter dans une situation post-coloniale. C'était pas envisageable, et ça n'était envisageable qu'en faisant ce film, en fait. Donc en fait, c'est au bout d'un moment moi, c'est quand je découvre ce que je veux raconter avec un film. Dans 120, ce que je voulais raconter, c'était qu'est-ce que c'est une incarnation politique. Une incarnation politique, c'est comme le personnage de Nawal Biscayar dans 120, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut interpréter sa propre colère, mais la jouer un peu comme un théâtre, mais qui, par moments, on sent qu'affleure la sincérité, la douleur, etc. Et que c'est cette espèce de petit jeu qu'il y a entre la vérité et au fond la théâtralité qui m'intéressait. Sauf que le personnage, cette incarnation, elle devient trop dure quand la maladie prend le dessus, puisque la maladie le cloue à son corps. Et donc il ne peut plus jouer, il a plus cette possibilité de jeu. L'objet du film, c'est ce truc-là. C'est là qu'il m'a fallu du temps à comprendre. Là, sur ce film-là, c'est la question, au fond, c'est aussi des gens qui incarnent, qui théâtralisent le bonheur colonial, qui le surjouent un tout petit peu, et comment le regard d'un enfant décrypte cette espèce de féerie qu'on lui présente, ou d'illusion qu'on lui présente, jusqu'au moment où il passe de l'autre côté du décor, et que le film lui-même, au fond, c'est le moment où on arrache
le rideau de la nostalgie ou voilà, de l'illusion coloniale, et qu'on découvre aussi les coulisses et les tréteaux, quoi, en fait, de tout ça, c'est-à-dire au fond la population malagasy, voilà, et ce post-colonialisme étrange, puisqu'on est après l'indépendance, en fait, et que la France garde un pouvoir énorme sur l'île, quoi. La question du point de vue, pour moi, est toujours un peu floue dans un film. Enfin, je trouve que c'est intéressant quand elle reste un peu floue. Alors évidemment, on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent dans sa tête, plein de choses qu'il observe, mais au fond, de ce que je garde, moi, de l'enfance et de cette période-là, c'est d'avoir un cerveau qui était comme une auberge espagnole, qui était un peu traversé par le vent des autres, de ce qu'ils pouvaient dire, des attitudes, etc. Et que pour moi, le cinéma, enfin tel que je le consomme maintenant, c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire d'être un peu comme dans cette boîte où il perçoit des choses qui passent à travers les raies de lumière de la boîte, comme ça. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'être à la fois dans une conscience, mais dans une conscience assez flottante en réalité, qui peu à peu comprend des choses. Et je pense que d'ailleurs, pour moi, le spectateur comprend plus des choses que lui, d'une certaine manière. Lui, il les boit, mais le spectateur peut davantage les analyser, quoi. C'est aussi parce qu'il y a un truc que je tenais à dire sur ce truc d'expatrié, de post-colonialisme, etc. C'est qu'en fait, ça a joué aussi beaucoup sur des oui-dire. C'est-à-dire, alors maintenant c'est plutôt une notion presque juridique, le oui-dire, puisque c'est une manière de rejeter un témoignage, de dire que c'est pas un témoignage direct. Donc mais en réalité, notre réalité, elle était faite de ces oui-dire. Et elle a été faite de oui-dire qui étaient assez angoissés, c'est-à-dire un tel est mort, etc. Et en même temps, la vie continuait, alors qu'on disait que, par exemple, effectivement, deux jeunes sont vraiment morts en essayant de pêcher dans un lac, de la même manière que dans le film, etc. Et que donc, se monter par exemple, dans ma tête, se créer un monde qui était le contre-paradis de ce qu'on me présentait par ailleurs, et donc en fait il y avait comme si, pour moi il y a quelque chose de l'Arcadie, vous voyez, ce pays un peu imaginaire, il y a le fameux tableau oui, et moi je suis là, c'est-à-dire que la mort est aussi là dans ce pays de rêve, ce pays de cocagne, etc. Et pour moi j'avais ce sentiment-là, c'est ça qui me mettait le plus de doute sur notre présence là-bas, parce que il y avait un truc étrange, par exemple, je ne l'explique pas complètement, mais par exemple, quand il y avait ces noyés, qu'on ne retrouvait pas les corps, la question de comment on les enterre, donc qu'est-ce qu'on fait, comment on retrouve les corps, et quand quelqu'un mourait là-bas, le rapatriement était toujours un enjeu, le rapatriement du corps. Donc c'est quand même des choses qui sont comme si effectivement d'un seul coup la mort pointait le bout de son nez, mais aussi, et c'est sur le tableau justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu... Il y avait aussi cette idée que les Malagasy qui étaient comme dans nos vies de la figuration, il y avait une forme d'invisibilisation quand même assez forte, au fond ressurgissaient comme si nous étions des fantômes et que évidemment eux étaient chez eux. Et donc il y avait aussi ce sentiment que le contre-paradis, c'était aussi cette impression-là de gens qui étaient absents. Alors évidemment, j'ai tenu quand même à garder l'équilibre qu'il y avait à l'époque, à l'église, à l'école, etc. C'était mélangé. Il n'y avait pas même on sortait beaucoup, etc. Mais quand même, les frontières étaient quand même très claires. Enfin, il y avait quand même, c'est quand même une base militaire avec une entrée, avec des hommes, avec des gardes. Voilà. Mais c'est vrai qu'on vivait dans la ville, on allait à Tananarive, etc. L'image carrée, d'abord, ça donne plus l'idée d'une image. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, quand j'étais justement à l'école là-bas, c'était encore l'époque où quand vous aviez un bon point, on vous donnait une image. Oui. Ça dit quand même la rareté de l'image à l'époque. C'est-à-dire quand on n'avait pas de téléphone portable, quand on n'avait pas accès à Internet, etc., une image, c'était l'exception. Et même à Madagascar, quand on nous donnait une image, c'était une image d'une ferme française.
Donc l'exotisme, c'était complètement inversé. Et en fait, c'est un peu cette question de l'imagier qui m'intéressait, de ce truc où en fait qu'on propose, et comme le film parle d'une féerie, d'une mise en scène du bonheur aussi, c'était aussi de retrouver un peu ce type d'image, ou voire même de ces photos recolorisées, de ces choses-là. Je me disais, ce que je disais à Jeanne, c'est que au surjeu des acteurs, enfin, je pense à Madame Gage aussi, qui surjoue le bien-être, etc., tout ça, il fallait un peu faire comme si on filmait le réel et que au réel se substituait une image encore plus colorée. C'est-à-dire comme si l'exotisme fonctionnait dans l'œil du spectateur, etc. Et après, bon, le pays s'y prête vraiment, mais il y avait un truc, une volonté d'aller vraiment vers la couleur. En plus, moi, j'ai un problème, je suis très daltonien. Donc en fait, j'ai toujours eu ce désir d'aller vers la couleur, vers plus de couleurs, plus de recherche là-dessus, mais avec cette peur. Donc évidemment, j'ai une directrice de la photo qui me sert de garde-fou, mais c'était quand même quelque chose que je voulais rechercher depuis très longtemps. Je trouve que les films ont perdu en couleur et j'avais envie de retrouver cette espèce de chose très... et je me suis permis même de faire un film très chaud, alors que c'est le premier film que je fais à ce point dans des couleurs chaudes, quoi, parce que... J'ai un attachement à Minelli, j'ai un attachement à Jacques Demy aussi. Alors Jacques Demy, c'est aussi, dans Les Demoiselles de Rochefort, qui a, à son sens, c'est un peu un ratage parce que c'est Jane Kelly qui devait faire toutes les chorégraphies qu'il n'a pas pu les faire, et que donc il y a un peu ce côté, les gens dansent un peu dans la rue, mais c'est pas complètement... Et moi je trouve ça très beau, le fait que ce soit... En fait, que ça se crée de manière un peu aléatoire, comme ça, tout ça. Et c'est vrai que sur la question de Monsieur Gage qui présente le film, il y avait aussi ce truc de Dario Moreno, où il y avait toujours quelqu'un qui se mettait à chanter, qui imitait plus ou moins consciemment Dario Moreno, mais c'est vrai que le chant et même la danse, en tout cas la chorégraphie, pour moi, une espèce ça permet des espèces de pantomimes. Alors, il y a aussi ce truc que j'adore, qui est de souhaiter la bienvenue au spectateur dans le film, qui est là même dans 129 ans par minute, ça commence par Bienvenue à Act Up, et de faire comme si voilà, on accueillait, comme on accueille les deux personnages, les deux jeunes qui arrivent, on accueille un peu le spectateur dans un univers à part. Et sur la chanson de la fin, pour moi la chanson de la fin c'est extraordinaire, parce que moi je la découvre en travaillant sur le film, cette chanson révolutionnaire. C'est une vraie chanson révolutionnaire de Mahaleo qui s'appelle Veluma et qui est un adieu à l'enfance. Et évidemment, par rapport au sujet que je traite, et par rapport aussi au sujet de qu'est-ce que c'est un enfant, qu'est-ce que c'est un mineur, qui est autorisé à comprendre, qui comprend tout de l'histoire qu'on est en train de vivre. Je crois personne dans le film. Je pense que les gens sont soit des enfants, soit des gens un peu infantilisés d'une certaine manière, et quand même l'armée fonctionne aussi un peu là-dessus. On voit bien que le père perd ses moyens, donne une gifle parce qu'il s'est fait lui-même gronder par un général, que donc il y a une espèce de... C'est un système quand même d'infantilisation où quelqu'un est toujours le mineur de quelqu'un. Et au pire de ça, c'est les Malagasy qui sont tenus dans un système de pure infantilisation parce qu'ils sont gentils. Enfin, c'est ça, c'est tout ce truc-là. Et c'est vrai que cette chanson que je trouve brillante sur la question de... Parce que c'est non seulement prendre ses responsabilités, c'est-à-dire produire du discours, du contre-discours, du discours politique littéral, etc., mais aussi faire des conneries, découvrir le sexe, tout ça, etc. Donc c'est incroyable. C'est là au-dessus aussi qu'il y a un esprit de 68, quand même, vraiment dans ce truc-là. Et c'est vrai que cette chanson a été, pour moi, à revivifier le film.
Et ça a été un plaisir même de tourner la scène dans la voiture à la fin. On l'a fait je ne sais pas combien de fois parce que c'est un tel plaisir à faire que voilà. Mais et encore une fois, pour moi, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que on n'a pas, vous voyez, j'ai pas eu à forcer la réalité pour trouver cette chanson et m'apercevoir que c'est comme sur la chanson de Dario Moreno, enfin la chanson, c'est quand même, le morceau que j'utilise est un morceau dont j'ai oublié, qui s'appelle Stranger in Paradise, et qui est une chanson d'un mouvement musical qui s'appelle Exotica, qui est un mouvement des années 50-60 et qui imitait une soi-disant musique des îles, donc qui est complètement liée à une rêverie occidentale des îles paradisiaques, etc. Et enfin, oui, ça c'est... Je peux travailler avec ça, j'ai même pas besoin de l'inventer, de le manipuler, de le créer, quoi. C'est quelque chose qui existe, qui coexiste. J'ai bien aimé celle justement où je sors de la maison en fantomètre. Ouais. Voilà. Ce qui est fou, c'est qu'on a fait le saut de la maison en France. Et 2 mois après, ou 3 mois après, on a fait le raccord sur la base militaire. C'était un peu bon, c'était de longue haleine, quoi. C'était vraiment, oui, ça devait être bien 2-3 mois après, je crois, puisqu'on avait tourné pour entre-temps. Mais si, 2 mois et demi presque.